Bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Gabi Gatineau qui est influenceuse et masseuse et aussi humoriste québécoise. Et on va parler de mindset, de gestion financière, de drogue. Bref, on va parler vraiment de thématiques dont on parle très rarement. Et pourtant, c'est moi qui ai contacté Gabi pour lui demander d'intervenir sur notre podcast parce que je trouvais qu'elle présentait un message d'espoir. Avec Gabi, on va parler de mindset. Comment notre mindset peut nous aider à nous sortir des difficultés. Gabi est la preuve qu'on peut se sortir de toutes les épreuves, même les épreuves les plus difficiles. Au programme, on va parler de drogue, de trauma et de gestion financière. Alors accroche-toi, j'espère que cet épisode va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en DM ou dans les commentaires. C'est vrai qu'avoir un petit peu plus d'interaction, d'informations de la part de mon audience me permettra à la fois de prendre plus de risques ou alors de revenir sur des épisodes un petit peu plus conventionnels quand c'est juste moi et moi-même qui explique aux autres comment gérer leur argent. Bonjour Gabi, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast de Vanessa Money et Mindset. On se retrouve principalement aujourd'hui pour un épisode de Mindset. Je te suis depuis de nombreuses années, je crois que ça doit faire 1 an ou 2 que je te Ah suis. ouais! Oui. En fait, j'étais tombée sur une vidéo de toi, je crois que c'était une parodie, où tu faisais semblant de cuisiner du foufou, enfin Le du fufu. manioc. Le- Oui, voilà. C'est ça, c'est le mot précis qui a fait que la vidéo est devenue tellement virale. Parce que nous, chez nous, la nourriture, c'est quelque chose de très sérieux. Non, Et t'inquiète, en je fait, sais, je sais. je me doute que tu saches, parce que si cette vidéo, elle est devenue virale jusqu'à me toucher moi, française, c'est que Mhm. vraiment, non, mais c'était une parodie et Ouais. tu parlais de la cuisine. Moi, je suis camerounaise, nous, on appelle ça le foufou. Et tu, Oui, tu le Cameroun, votre continent. le pays continent. Ah oui, Le ok, d'accord. continent. C'est pas un pays, le Cameroun, c'est un continent, une galaxie. Non, mais c'est juste dingue parce que tu es au Québec, tu vois. Et c'est marrant parce que, ok, les personnes de la diaspora, moi je suis d'origine camerounaise et dans mon entourage, il y a des gens, pas que de la diaspora africaine, tu as d'autres ethnies, d'Asie aussi. Mais les personnes originaires du Cameroun, je me rends compte que même au Québec, on a le même comportement, tu vois, les mêmes habitudes. Parce que du coup, quand tu me parles de continent, je me dis, OK, on a dû lui expliquer là-bas comment ça fonctionne. T'inquiète. Et en fait, justement, Ouais. j'étais tombée du coup sur ta vidéo et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec notre nourriture? C'est quoi ce truc? Et Je en connais fait, très du bien coup, les Camerounais. Écoute, une de mes très bonnes amies, elle est camerounaise et il faut pas toucher, hein. Alors moi, je savais exactement comment aller piquer le monde parce que j'ai une bonne communauté justement africaine autour de moi. Et tu sais, je cuisine de la loco, je cuisine du foufou, je cuisine toutes ces choses-là. Et j'ai décidé de faire une parodie d'une blanche maladroite avec la culture des autres parce que je savais très bien où ça allait faire mal, c'est en disant le pays de l'Afrique. Tu sais, c'est comme je savais quoi dire, quoi faire, parce que, tu sais, c'est ça. oui, non, mais c'est vraiment, du coup, dans une de tes parodies que je t'ai découvert et en fait, j'ai bien aimé ton humour. J'étais aussi étonnée de ton aspect un peu, justement multiculturel parce que ma petite sœur vit au Canada. Mhm. Ma petite sœur est devenue canadienne d'ailleurs Mhm. et elle m'expliquait que elle n'est pas au Québec. Par contre, elle est dans une autre contrée, mais que voilà, c'est au Canada qu'elle avait découvert qu'elle était, noire, sachant qu'elle est quand même, Ouais. elle est pas noire en plus, elle est mixed race, c'est-à-dire qu'elle a son père qui est blanc et sa Ouais. mère qui est noire et elle est très très claire de peau. C'est-à-dire que toute la période où elle avait vécu en France, elle n'était pas consciente d'être noire. Moi, je Mhm. suis très noire et je suis dark skin et on voyait bien même dans nos échanges et sans aucun problème qu'on était différentes, tu vois. Et en fait, c'est quand elle est partie au Canada et un jour elle est revenue comme ça en vacances et elle m'a dit, tu sais Vanessa, je suis noire. Je dis, hein, quoi, noir? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et en fait, c'est là qu'elle m'avait expliqué que voilà, au Canada et en Amérique du Nord,
je crois que c'est une goutte de sang, du coup, t'es noir, même Ouais, si t'es c'est... métis, même s'il y a un truc comme ça. Et c'est comme ça que, et en plus, il y avait le truc de, elle avait découvert, entre guillemets, qu'elle était noire, et limite, c'était allé au Canada, que ça l'avait beaucoup plus rapprochée de son identité, entre guillemets. Hmm. Et moi, j'avais gardé en tête que, en gros, en Amérique du Nord, il y a les noirs d'un côté, il y a les blancs de l'autre, entre guillemets, et ils se mélangent pas trop, tu vois. Et j'étais pas en train de juger, hein, c'est juste, voilà, c'était ce que j'avais gardé de ma tête, et parce que je suis partie en vacances et qu'elle me racontait ça. Mais du coup, je m'étais pas plus posé de questions que ça, jusqu'à ce que bah, je tombe sur ton contenu, où je me dis, mais elle est pas noire, mais elle connaît quand même vachement bien notre culture. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quand même plus de métissage et de mélange de culture que ce que je crois. Sachant que moi, tu vois, typiquement à Paris et en Île-de-France, eh ben nous, moi, je suis vachement métissée, tu vois. Dans ma culture, dans mes amis, tu as autant de blancs que de noirs, tu as Mhm. autant de personnes de toutes les couleurs, en fait. Vraiment, même si je m'exprime quand je parle de mon contenu, de mon travail, bah, on voit bien à quoi je ressemble. Je parle de mes problèmes qui me concernent. C'est pas pour autant que tu vois, ben, des personnes d'autres communautés ne se sentent pas concernées ou ne s'intéressent pas à ce que j'ai à dire. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire le mélange culturel en France, autant de venir le faire de manière internationale en invitant bah, une personne d'un autre pays, autre continent, qui a des valeurs qui me semblent importantes. Je trouve que le message et le travail que tu fais autour de la sensibilisation, autour des drogues, de l'empowerment des gens, des femmes, l'ouverture à la tolérance aussi entre le métissage des cultures, c'est quelque chose qui Mhm. me touche. Donc c'est pour ça que j'avais envie de te recevoir sur mon podcast. Et donc c'est le moment où je te demande si tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ta vocation, ce que tu veux de toi en fait, qu'on te découvre un peu. D'accord. Alors, mon vrai nom, c'est Gabrielle Garcia Cournoyer, mais mon nom de scène, c'est Gabi Gatineau parce que je vis dans la ville Gatineau. Alors, j'ai pris le nom de ma ville pour me représenter. Et je suis massothérapeute depuis 13 ans. En plus d'être humoriste de la relève, je fais du stand-up depuis 2 ans et je fais aussi des conférences dans les écoles sur la prévention de drogue et d'alcool, en plus d'avoir écrit 2 livres pour enfants sur le racisme. Waouh, 2 livres sur le racisme. Oui. D'accord, ok. Mais non, mais je me dis, j'ai pas envie de partir sur ce côté-là parce que vraiment, tu avais déjà beaucoup de choses à dire sur ton histoire. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Oui. C'est limite un sujet. Bon, on verra si on a un peu de temps pour en parler à la fin du podcast. Mais du coup, moi, j'avais quand même envie qu'on parle d'un sujet dont on parle peu, qui est les drogues. Toi, tu es un bébé drogué. J'avais Mhm. vu des gens à la télé où on parlait de bébés dont la maman se droguait enceinte, mais j'avais jamais eu l'occasion de les voir en vrai. Bon, toi, du coup, on échange en vrai. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, ton enfance, comment est-ce que tu t'es retrouvée, tes parents, ta maman s'est retrouvée à se droguer, même enceinte? Comment est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu as grandi? Comment tu as fait, en fait, pour t'en sortir de tout ce... Parce qu'il y a, enfin, il y a ton histoire, mais je trouve que ça fait beaucoup écho aussi à l'histoire même des minorités, où des fois, on part avec un certain handicap Mhm. qu'on n'a pas forcément choisi. Et en fait, on doit transcender tout ça. Donc, toi, comment tu as fait? Alors, pour commencer, ma mère biologique, elle est allemande. Et lorsqu'elle est venue ici au pays, au Canada, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Alors, malheureusement, elle est tombée dans la drogue, dans l'alcool et la prostitution. Et elle a elle a commencé à consommer de la drogue, surtout des drogues dures comme de l'héroïne, de la cocaïne et de l'alcool pendant qu'elle était enceinte de moi. Et j'ai été mis dans les services sociaux par la DPJ. Puis malheureusement, elle a jamais été capable de s'occuper de moi et d'arrêter son travail et d'arrêter la consommation. Et j'ai été adoptée dans une famille portugaise québécoise, alors portugaise canadienne. Et c'est là que vient mon côté très multiculturel. Alors euh, pour les gens ici, j'ai l'air juste d'une blanche québécoise, mais je suis aussi allemande et grandi dans une culture portugaise. Et la culture portugaise, elle est très afro-caribéenne. Elle ne ressemble vraiment pas à la culture canadienne. Alors, c'est vraiment un slash multiculturel entre les deux. Donc, je m'identifie en tant que plusieurs cultures et non juste canadienne blanche. Euh, mais bon,
Autre sujet, je suis née sous l'influence de la drogue et l'alcool et j'ai eu plusieurs problèmes de santé mentale et physique à cause de ça. Puis c'est grâce à ma famille qui m'a adoptée à l'âge de 2 ans, qui a été capable de m'aider énormément parce que tu sais les bébés quand on les prend, ils sont très très mous. Et moi, à cause de l'effet de la drogue, j'étais extrêmement dure et je vomissais énormément. Alors, j'avais besoin d'une attention plus particulière qu'un autre bébé. Mais à cause que j'ai pas eu cet amour-là et cette attention-là, pas avant mes 2 mois, j'étais mis dans une première famille qui, malheureusement, n'avait pas le bagage pour s'occuper de moi. Alors, ils me laissaient tout le temps coucher et j'avais le derrière de la tête plate. Et ça m'a amené à avoir plusieurs de problèmes éventuellement dans la vie à cause de ça. J'ai eu un problème, la peur de l'abandon, du fait que ma mère m'a abandonnée, du fait que j'ai pas reçu d'amour pendant les 2 premiers mois de ma naissance. Et ça m'a amené à devenir très problématique à l'adolescence, avoir des problèmes de santé mentale, dont le trouble de la personnalité à très limite, avoir des problèmes de consommation. J'ai commencé à consommer de la drogue et de l'alcool à partir de 16 ans. Et la première fois que j'ai consommé de la drogue, c'est comme si je retournais dans le ventre de ma mère. Je me suis sentie tellement bien, je me sens tellement comme si tous mes problèmes étaient partis, si je retrouvais une sorte d'identité qui s'était séparée de moi à la naissance. Puis, je suis tombée dans la drogue et l'alcool pendant 10 ans. J'ai été dépendante à la cocaïne pendant plusieurs années et ça m'a amenée à vivre à l'extérieur en situation d'itinérance, à être dans plusieurs relations toxiques avec les hommes, qu'elles soient abusives, sexuelles, physiques, mentales, toutes sortes de relations vraiment difficiles. Et ça m'a amenée à vouloir me suicider. Je voulais me suicider il y a 7 ans de ça. À cause de l'abus de drogue, je consommais à tous les jours de la cocaïne, à un tel point que je ne me lavais plus le corps dans la douche, je ne me lavais plus les dents après avoir mangé et je ne mangeais plus, je consommais à tous les jours. Et au moment que j'ai voulu me suicider, j'ai comme eu une apparition de Dieu à ce moment-là, qui m'a dit que je devais pas mourir, que je devais aller chercher de l'aide. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été chercher de l'aide et ça fait maintenant 7 ans que je suis sobre et abstinente et que je travaille sur moi. Bah écoute, franchement, j'avais lu ton j'avais lu ton parcours avant de t'inviter et je pense que ton histoire va réveiller mes auditrices. Faut savoir que Money Mindset, c'est un podcast qui a fait du coup 14 000 écoutes depuis le début. Il y a à peu près 1 000 écoutes tous les mois. C'est des auditrices qui sont assez fidèles et je leur donne beaucoup de conseils sur comment en fait gérer leur argent, gérer leurs finances. Je parle beaucoup de développement personnel, je parle beaucoup de mindset, je parle beaucoup des difficultés que j'ai vécues et faut voir, hein, moi j'ai l'impression que j'ai battu des montagnes, tué des grizzlies, mais quand je t'écoute, je dis c'est pas possible. Il y a des gens, ils ont vraiment souffert et quand on te voit, t'as l'air si blonde, si innocente et moi ça me Oui, parle beaucoup parce que du coup, quand on te voit, on se dit non, mais elle a pas de problème. C'est d'ailleurs un des trucs que quand moi j'avais vu tes vidéos, les premiers, je me dis mais elle parle de foufou, qu'est-ce qu'elle en sait elle? Et après c'est j'ai ça. vu des vidéos et des photos où j'ai vu d'autres personnes, d'autres nationalités. Je me suis dit bon, elle doit en croiser quelques-uns. Et après, quand j'ai commencé à creuser sur ton histoire, je me suis dit, waouh, elle revient de loin, en fait. Et je suis très heureuse de t'entendre être aussi honnête, aussi transparente sur tout ce que tu as vécu. Les problématiques de santé mentale en France, je trouve qu'au Canada, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est quelque chose sur lequel on peut en parler sans honte, sans problème. En France, en Maintenant, fait, quand aujourd'hui, tandis qu'avant, écoute, les premiers, j'avais même pas de diagnostic quand j'étais jeune. Ce n'était pas si avancé que ça. Comme aujourd'hui, on en parle ouvertement de la santé mentale et des problèmes de TPL ou de borderline ou ces choses-là. Mais avant, quand j'étais jeune, on essayait de voir c'était quoi le problème avec moi et il n'y avait pas de diagnostic parce que eux, ils pensaient que j'étais juste en hyperactivité, c'est tout, puis qu'ils devaient me donner des médicaments pour me calmer. Donc, depuis une vingtaine d'années, ça a vraiment évolué. Mais avant, ça l'était pas. d'accord.
Ben, en tout cas, même ici, tu sais, ça l'est toujours pas trop, trop, hein. Mmh. C'est pour ça que toi, tu te dis que oui, avant, c'était pas le cas et je comprends. Je sais ce que c'est de errer. Moi, je suis pas, du coup, borderline, j'ai pas forcément tout ça, mais je suis quand même TDAH, je suis quand même hyper active Oui, et je sais aussi ce que c'est que d'être différente, surtout en tant que femme, dans un groupe où tout le monde est homogène et on se demande qu'est-ce que tu as, tu vois, c'est quoi ton problème? Justement, moi, j'ai quand même eu de la chance parce que du coup, je suis pas du tout tombée dans la drogue, je suis pas du tout tombée dans l'alcool. J'ai eu une phase où j'ai eu du mal à arrêter de fumer la cigarette et encore, c'était pas vraiment très très grave et ça n'a pas duré si longtemps, je trouve, en tout cas à l'échelle d'une vie. Mais c'est pas quelque chose en France, c'est encore hyper tabou. Tu vois, les gens qui disent oui, moi par exemple, je sais que j'ai eu périodes hyper difficiles dans ma vie, je m'en suis sortie, j'ai dû travailler, j'ai eu des ruptures professionnelles, des ruptures amoureuses difficiles, je me suis remise en question, mais à chaque fois que j'étais mal, que j'étais triste, que je pleurais, ben il y avait un truc il y a toujours des membres de mon entourage qui disent mais non, t'es une femme forte, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est juste de se dire que ben mon mental va pas bien. J'ai mmh, vécu une période difficile, ça va juste pas bien. Je vais m'en sortir, je vais avancer, je vais travailler sur moi, je vais comprendre, mais enfin, ça va aller mieux. Mais c'est juste de se dire là, à l'heure actuelle, je traverse quelque chose qui fait que ça ne va pas. Et en fait, je trouve qu'en France, c'est encore compliqué, ça. C'est encore compliqué de le dire. Alors qu'en fait, j'ai l'impression, surtout quand tu es entrepreneur, parce que moi, je suis full entrepreneur, on passe par des up and down tout le temps, tu ouais. vois. Donc, c'est un moment de se dire que il faut le normaliser. Il y a des solutions. Il y en a, des fois, c'est grave. Ça va jusqu'aux médicaments. Des fois, non. Moi, par exemple, j'ai Mmh. jamais pris d'antidépresseurs, j'ai jamais pris de médicaments. Et des fois, en fait, c'est de se dire qu'il faut trouver un entourage, un écosystème où les gens vont être bienveillants et on va pouvoir avancer. Et dernier truc, après, je te redonne la parole, mais c'est de se dire aussi que c'est important d'entendre des gens comme toi, comme moi, de dire que toi, c'est encore un autre niveau, tu vois, par rapport à moi, C'est mais de ça. dire qu'on a traversé parfois des choses difficiles et on s'en est sorti. Mmh. Ouais, je trouve ça tout le temps drôle comment est-ce que tu sais, moi, je parle ouvertement de mon passé et ça va tout le temps choquer le monde de toutes mes expériences, le fait que j'ai vécu dehors, que j'ai en plein hiver pour essayer de m'en sortir, puis que j'étais obligée de manger dans les poubelles pour survivre à un certain moment donné dans ma vie. Puis tu sais, pour moi, c'est rien d'extraordinaire parce que c'est ma vie. Mais aux yeux et aux oreilles des autres, c'est extraordinaire parce que eux, ils pensent, mon Dieu, moi qui pensais avoir souffert dans ma vie, moi qui pensais avoir eu des difficultés, finalement, j'ai rien à dire, j'ai rien à me plaindre. Mais c'est drôle parce que moi aussi, je me dis exactement la même chose quand je rencontre une personne qui a vécu vraiment plus que moi. Je me dis, moi, j'ai juste vécu ça. Donc, on va tout le temps se comparer entre personnes, entre femmes, surtout entre entrepreneurs, en se disant, on a tous des défis, on a tous des choses à accomplir dans la vie. Puis, tu sais, c'est drôle comment est-ce qu'on va tout le temps se comparer, puis ça me fait juste tout le temps rire parce que le monde me trouve tellement extraordinaire, mais pour moi, c'est juste ma vie. Oui, mais moi, ce que je trouve en tout cas beau dans l'histoire, oui, c'est ta vie. Et déjà, moi, la première remarque, c'est que personne n'a le monopole de la souffrance. C'est Non, c'est vrai que ça. des fois, nous, on vit des trucs dingues. Et quand on écoute quelqu'un raconter, quand nous, on raconte, c'est notre vie. Et quand on écoute quelqu'un raconter ses histoires, il se dit, waouh, ok, comment il a Mhm. fait. Et en tout cas, moi, ce que je me suis dit juste, c'est qu'on souffre tous à notre niveau. Même les Oui, gens qui n'ont pas l'impression de souffrir, ou même des fois, les gens, t'as l'impression que leur problème, c'est rien. Il y a des gens, juste, leur problème, c'est est-ce que je prends le t-shirt bleu ou le t-shirt rouge? Mais ils en souffrent vraiment. Et c'est ouais, important de dire que, mais ils en souffrent. Il faut écouter. oui, Non, mais tu vois ce que je veux dire? oui, Parce que des fois aussi, il y a le truc de nous. Oui, j'ai été dans la rue, je m'en suis sortie. Toi, t'hésites entre deux t-shirts, laisse-moi tranquille. Non, en fait, il faut reconnaître que c'est une vraie c'est souffrance. ça. Et des fois, il faut l'écouter, tu vois. C'est ça, c'est vraiment l'histoire et le passé de tout le monde et la douleur de tout le monde est tous valides. C'est vraiment plus, et non, il faut pas se comparer, mais plus s'écouter et apprendre de l'expérience de chacun et non se comparer. Et du coup, je voulais savoir, maintenant que tu nous as raconté tout ce que tu as vécu, qui est quand même expert, enfin, tu vois, je perds mes mots. Bref, qui est quand même extraordinairement difficile. Comment tu as trouvé la force pour t'en sortir? Moi, je sais que les addictions, ça a toujours été
un combat chez moi, c'est-à-dire j'avais des troubles alimentaires, j'avais tendance à pas, je me faisais pas vomir ni quoi que ce soit, ça n'a jamais été aussi loin, mais voilà, j'avais tendance à prendre du poids, le reperdre, le reprendre, le Mhm. reperdre, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. pareil, j'ai commencé à fumer la cigarette assez tard parce que j'avais des pas bonnes fréquentations et du coup, quand j'ai quitté ces amis, j'avais du mal à arrêter de fumer. C'est de se dire, enfin, ça a été dur. Moi, c'est les 2 seules addictions que j'ai eues dans ma vie et ça m'a suffi pour me dire que tout ce qui est addictif, j'évite. Hmm. Toi, tu as eu quand même des drogues dures. Comment tu as fait pour t'en sortir? Je pense que c'est vraiment, Ça n'a pas été facile, puis j'ai pas été capable de le faire par moi-même toute seule. Pendant plusieurs années, pendant mes 10 années de consommation, j'ai vraiment essayé d'arrêter la cigarette, d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter de consommer. Mais c'est tellement difficile d'arrêter par soi-même lorsque dans la société, c'est normalisé. Ici, prendre un verre, c'est normal. Quand moi, dans la société, je sors et je dis que je bois pas, on me regarde comme si j'avais dit quelque chose de mal, comme si j'étais anormale, comme si, tu sais, c'est ça qui est complètement loufoque. C'est que si on dit qu'on ne boit pas, on a quelque chose à se reprocher, on a quelque chose de mal, on est bizarre. Donc, c'est vraiment un combat à tous les jours de comment je peux être abstinente, je peux être bien, j'ai pas besoin de boire, tandis qu'ici, c'est un besoin, il faut consommer. T'es triste, tu consommes, t'es heureux, tu consommes, t'as rien à faire, tu consommes, tu déménages, tu consommes, tu fais du ménage, tu consommes, il y a tout le temps de la consommation partout. Puis, c'était vraiment, OK, ben moi, il va falloir que je me batte non seulement contre ma dépendance, mais contre qu'est-ce que la société pense, qu'est-ce qui est normalisé dans la société. C'est vraiment plus ça, c'est comme est-ce que je vais me faire reprocher d'être meilleure que les autres parce que j'ai arrêté de consommer? Est-ce que je vais me faire reprocher de ne pas être une personne le fun parce que je veux décider de partir d'un party un petit peu plus tôt parce qu'à un moment donné, le QI commence à descendre lorsque tout le monde est intoxiqué? Tu sais, c'est vraiment l'entourage autour de moi qui vont me juger parce que je ne consomme pas et que je décide de faire des choses un petit peu plus reculées, seules, matures ou plus réfléchies. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, quand j'ai décidé d'aller chercher de l'aide, j'ai dû me battre contre une image de la société. Puis j'ai été chercher de l'aide en maison de thérapie. Moi, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Il fallait que j'aille chercher de l'aide, sinon je me suicidais ou je me tuais ou j'allais faire une overdose. Puis j'ai été en maison de rétablissement chercher de l'aide. Ça n'a pas été facile. C'est là que j'ai vu mon potentiel. J'ai vu le potentiel de 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 la personne que j'ai tout le temps voulu devenir, de la femme que j'ai tout le temps voulu devenir. Comme je me trouvais tellement pas intelligente quand j'étais jeune, parce que pendant des années, je consommais et je m'entourais d'hommes qui me rabaissaient et qui me disaient que j'allais aller nulle part, que j'étais pas intelligente, que j'étais pas bonne, que je pouvais pas partir ma propre entreprise, que je pouvais pas avoir une opinion, que j'étais juste belle et que je devais me fermer la gueule et juste rien dire et ne pas avoir d'opinion. Puis tu sais, j'étais comme, mais non, au plus profond de moi, je veux devenir une meilleure personne, je veux apprendre, je veux lire, je veux m'éduquer, je veux faire toutes sortes de choses, je veux partir mes propres projets. Puis, j'ai été capable de le faire, mais ça n'a vraiment, mais vraiment pas été facile parce qu'il y aura tout le temps du monde autour de toi qui vont essayer de te faire sentir mal parce que tu es en train d'évoluer. Alors, au fur des années de mon 7 ans de sobriété, j'ai été obligée de comme changer de personnes et d'entourage autour de moi parce qu'éventuellement, j'étais en train de voir que j'étais rendue à un certain autre niveau que eux. Donc, c'est ne pas avoir peur du changement, euh, du regret, du rejet, je veux dire. C'est le rejet des autres personnes parce qu'ils vont tout le temps le prendre personnel. Parce que lorsqu'on est en train de changer et de s'améliorer en tant que personne dans la société, il va tout le temps avoir un questionnement et un regard autour de toi. Ouais, mais tu fais ça pourquoi? Pour te sentir mieux, pour te valoriser, te prouver que tu es meilleur que nous, tandis que ces personnes-là, au lieu de te voir comme inspiration et de vouloir changer eux-mêmes, vont essayer de te rabaisser pour te garder autour de eux. oui, oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis et c'est de se dire que il faut accepter de s'autoriser à évoluer. Il faut s'autoriser à grandir, il faut se donner à soi-même la permission et ça veut dire accepter aussi de laisser partir certaines Mhm. personnes. Ouais. Ça veut dire accepter aussi d'être rejeté. Ça veut dire aussi accepter, ça veut dire accepter beaucoup de choses. Ça me parle. Donc du coup, et j'aime beaucoup aussi le fait que tu le rappelles, tu as été chercher de l'aide, tu t'en es pas. Il y en a qui s'en sortent tout seuls. Oui. Moi, je sais que par exemple, toutes les difficultés que j'ai accomplies ou traversées, j'ai été aidée par mes collaborateurs ou collègues ou quoi qu'est-ce, mais j'ai quand même trouvé des solutions à mes problèmes moi-même.
tu vois? Mhm. J'ai pas été, dans une maison ou un truc comme ça. Après, c'est une fois vraiment devenue coach, enfin oui, c'est une fois que je suis devenue créatrice de contenu puis coach, que je me suis fait accompagner par d'autres business coach ou des choses comme ça. Mhm. Mais la majorité des difficultés ou des problématiques que j'ai dû à solutionner, moi, souvent, c'était quand même moi-même qui ai dû trouver une solution pour finalement arriver à une conclusion pas mal d'années plus tard que, en fait, si j'ai solutionné mes problèmes seule, c'est parce que je ne savais pas qu'en fait, sur beaucoup de choses que j'ai rencontrées, je pouvais être aidée, vraiment. Mhm. Euh, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis, qui est tu t'es fait aider. Et en fait, moi, c'est ce que j'invite beaucoup les gens à faire quand ils rencontrent une difficulté, c'est de ne pas rester seul. Que ce soit en business, que ce soit en mindset, que ce soit en santé mentale Oui. pure, même que ce soit en termes d'investissement, parce que sur mon podcast, on parle beaucoup de mindset, mais sur ma page Insta et sur beaucoup de mes contenus que je produis, je parle d'argent et de gestion de finances pures. Donc, même pour la gestion de finances pures, faut pas hésiter à se faire aider. Moi, je préconiserai jamais aux gens de tout faire tout seul. On n'est pas forcément Hercule. Donc merci de m'avoir permis de rappeler ça. J'ai du coup une autre question. Comment tu as fait financièrement pendant toutes ces années? Est-ce que tu dépendais d'un homme? Est-ce que tu arrivais à... Du coup, tu disais que pendant tes années où tu étais sous emprise de la drogue, tu avais du mal à... Comment dire tu avais du mal à te laver, mais est-ce que tu arrivais à travailler? Est-ce que du coup tu Non, vivais... C'est non. un homme qui... Comment ça se passait sur la partie finance? J'avais jamais été capable de garder mon argent dans mon compte en banque. C'est, non seulement j'étais dépendante aux substances, mais le simple fait de dépenser de l'argent m'amenait aussi une satisfaction. Alors, je me créais des besoins sur l'argent, sur le matériel, sur des choses. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je me retrouvais à avoir beaucoup de choses autour de moi qui étaient non nécessaires, mais qui n'étaient pas utiles à mon développement, qui n'étaient pas utiles à ma personne. Tu sais, donc, j'ai dépensé tellement d'argent à des choses qui me reviendront jamais. Je dépendais souvent d'hommes financièrement. Je me mettais parfois en couple avec des hommes que j'aimais pas, juste avec l'intention d'avoir au moins un toit au-dessus de ma tête, avoir de la nourriture dans un frigidaire, d'essayer de m'en sortir. Puis je comprenais pas que je pouvais le faire par moi-même. Je comprenais pas que je pouvais être capable de travailler sur ma situation financière. Puis ça m'a pris des années avant d'être capable parce que l'argent me brûlait les mains. L'argent me brûlait dès que j'en avais, j'avais besoin de le dépenser, je n'étais pas capable de le mettre de côté et je ne comprenais pas non plus parce que j'étais tellement gelée sous l'effet des drogues pendant plusieurs années. Tu sais, mon cortex préfrontal n'était pas bien développé. Le cortex préfrontal fait en sorte qu'on est capable de voir dans le futur, de voir les conséquences dans le futur. Si je fais ça aujourd'hui, ça va m'affecter dans les plusieurs années, puis on n'est pas capable d'avoir cette habilité-là de développer quand on est sous l'effet de plusieurs drogues. Alors, je ne pensais pas à une retraite. Je ne pensais pas à mettre de l'argent, un fonds d'urgence si jamais il arrive quoi que ce soit. Ça, c'est des choses que j'ai été obligée d'apprendre en rétablissement, en comprendre d'où venait mon envie de dépenser d'argent. Qu'est-ce que j'essayais de de soulager comme souffrance à l'intérieur. J'avais pas besoin d'acheter des choses, c'est que j'avais besoin de calmer un mal, des blessures d'enfance, une relation qui se passe pas comme il faut, tu sais, les choses ne vont pas à ma manière. Aujourd'hui, je vais pas bien, mais au lieu de faire de la méditation, de prendre soin de moi, tu sais, de faire les petites choses au jour le jour, ben j'avais juste une envie de dépenser des gros montants d'argent dans des souliers, dans des sacoches, dans de la consommation. Puis ça m'a pris du temps à comprendre ces choses-là. Tu sais, aujourd'hui, je paye le prix parce que pendant 10 ans, j'ai pas été capable de mettre d'argent de côté. Aujourd'hui, je suis stable, mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à apprendre. Puis j'ai dû lire des livres sur le crédit, sur les blessures d'enfance, sur comment mettre de l'argent de côté, comprendre pourquoi est-ce que j'agis comme ça, qu'est-ce qui me dérange à l'intérieur de moi, c'est quoi mes triggers, c'est quoi les... Pourquoi aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de dépenser. Au lieu d'y aller et le faire, j'essayais de comprendre d'où cette douleur-là ou cette envie-là vient. Ben, ça, c'est marrant, ça me fait vraiment plaisir que tu abordes ça comme ça, parce que moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup à ma communauté.
et dont je parle beaucoup à mes clientes, mais elles font pas forcément le lien parce qu'elles ont pas été malheureusement ou heureusement, toi tu as été au bout du truc. Tu as vraiment Mhm. été tombé très très bas et du coup tu as dû vraiment creuser et tu étais avec une équipe pour comprendre le lien entre la souffrance émotionnelle qui cause les achats compulsifs. Tu vois, ma question sur l'argent, elle n'est pas du tout anodine. Je connais quand même un peu mon métier. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup ce lien-là. Et tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de sociétés où l'alcool est normalisé, banalisé. En France, c'est un peu le cas. Tu vois, c'est le pays du vin, du champagne. Il y a une région qui s'appelle Champagne. Tu vois, les grands vins, Bordeaux, ben, il y a une ville qui s'appelle vraiment Bordeaux ici. Tu vois, Mhm. c'est vraiment le pays de l'alcool. Et en fait, c'est de se dire que l'alcool, tout comme le shopping, c'est des activités que l'on a érigées ici comme loisirs. Il y a même des études scientifiques que je ne discute pas parce que c'est pas mon sujet, qui disent que boire un verre de vin une ou deux fois par jour, c'est bon pour la santé. Mais en Mhm. fait, moi, je me faisais la réflexion que bah non, en fait, malheureusement, c'est pas forcément bon pour tout le monde. Ça peut générer des addictions, ça peut générer des troubles du comportement et je fais vraiment le parallèle entre l'alcool et le shopping qui est une forme de dépense émotionnelle parce que j'ai l'impression, et moi par contre je suis pas scientifique, tu vois, j'ai pas forcément creusé à ce point-là au niveau du cerveau, mais j'avais quand même remarqué qu'il y avait un truc de euh, ok, l'activité est considérée comme normale, tu vois, mais pour certaines personnes qui ont du mal à gérer la dopamine, les hormones de bonheur, eh ben, en fait, elles n'arrivent pas à réguler ça. Tu Mhm. vois, ça se passe au même niveau. C'est pour ça Ouais. que d'ailleurs, je m'appelle Vanessa Money Mindset parce que moi, avec beaucoup de mes clientes qui viennent me voir, tu sais, avec une image très négative d'elles-mêmes en me disant, oui, Vanessa, vraiment, je suis pas une bonne personne, je ne sais pas gérer Mhm. mon argent, je dépense trop, voilà, tu vois, elles ont vraiment eu, Ouais. et quand en fait on commence à regarder, parce que moi du coup je vais loin, je dis bon allez, on sort le compte en banque, on va regarder les relevés, qu'est-ce que tu as dépensé? Et en fait là on Mhm. se rend compte que bah ce mois-ci elle s'est séparée. Ça n'allait pas. Ah, Mhm. le mois dernier, bah, quelqu'un l'a agressée. Ou finalement, elle est stressée. Elle a un événement. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une opération émotionnelle ou une activité qui va aller chercher un peu au niveau de ses émotions, ben elle va acheter en fait, tu Ouais. vois. Et moi c'était de lui dire que mais ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça veut juste dire qu'il y a une partie de ton cerveau potentiellement reptilien qui a agi à ta place parce que tu avais besoin de gérer cette émotion en fait Oui. et tu as agi comme ça parce que la société sur un certain nombre d'activités eh ben te dit que c'est OK. Boire Mhm. de l'alcool, c'est OK, faire du shopping, c'est OK, sauf qu'en fait, il y a des moments où quand tu arrives pas à gérer tes émotions, ben, tu vas boire trop d'alcool, ou tu vas faire trop de shopping. Et en Ouais. plus, vu comment la société évolue, on va pas, j'ai pas l'impression qu'on va évoluer pour aider les gens à boire moins d'alcool ou à faire moins de shopping. Non, Non. on va, on va développer le paiement 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ouais. Donc, franchement, merci beaucoup pour ton témoignage sur ce sujet-là. Ça me permet de glisser ce point-là comme ça. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est dans notre visage, 24 heures sur 24. On ouvre nos réseaux sociaux, il faut dépenser. On se promène sur les autobus, il y a des annonces, il faut dépenser. C'est donc à l'extérieur de chez moi, si j'ouvre pas mon internet, si j'ouvre pas rien, tu sais, je suis vraiment je suis en sécurité chez nous. Mais dès que je sors de chez nous, ah, il faut consommer, il faut acheter, il faut consommer, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est juste, ça devient lourd. Tu sais, inconsciemment, on s'en rend pas compte. Tu sais, la pression, ah, le nouveau style vestimentaire, les cheveux, il faut qu'ils soient beaux, les ongles, il faut qu'ils soient beaux. Il y a un événement qui arrive, l'été arrive. Ici, on a 4 saisons, il faut être bien habillé. Tu sais, il y aura tout le temps quelque chose. Il faut pas the fear of missing out, FOMO. Alors, tu sais, c'est la même chose avec la consommation. La consommation est tellement dans notre face 24 heures sur 24. Quand j'ai sorti de maison de thérapie, c'est là que j'ai réalisé à quel point que, tu sais, il y a des annonces d'alcool partout, même quand je vais au gym. Quand je vais au gym, il y a des petites pancartes qui t'encouragent dans les stations. Et il y en a une qui dit, ah, 20 minutes de cardio équivaut à une bière. C'est comme, tu veux que je m'entraîne?
pour faire 20 minutes de cardio pour m'encourager à aller boire une bière. C'est comme, mais c'est pas ça qui va me motiver, tu comprends? Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est ancré dans la société puis c'est toxique, mais la plupart du monde ne s'en rendent pas compte. Ouais. Non, mais c'est vraiment bien de pouvoir sensibiliser là-dessus. Et donc, tu nous as dit que tu es d'abord allé dans une maison de thérapie. Du coup, tu t'en es sorti. Tu as pris en main tes finances. Avant, tu avais du mal à gérer et après, tu as réussi à gérer. Et maintenant, comment tu fais? Tu es massothérapeute. Est-ce que tu es massothérapeute à ton compte? Oui, Tu as aussi créé, je suppose, toute une société pour tes activités de stand-up, de oui. conférencière. Comment déjà tu gères tes finances et quel est ton projet, ta grande vision pour tout ça en fait? J'essaie de pas trop y penser. C'est vraiment, je m'assure de tout le temps mettre mon argent de côté. Premièrement, j'ai une comptable. Puis moi, je dois payer des taxes à chaque 3 mois ici. Alors, je m'assure à chaque fois que j'ai de l'argent, j'ai 2 comptes. J'ai un compte personnel, mes dépenses, et mon compte business. Puis je m'assure tout le temps de mettre le plus d'argent possible côté business et de, quand j'ai besoin de dépenser des choses qui sont importantes, de me payer dans mon compte personnel. Alors, mentalement, c'est comme si j'avais pas d'argent dans mon compte personnel. Il est tout le temps au minimum. Donc, quand je le regarde, combien je peux dépenser? Ah, j'ai pas grand-chose, donc je vais pas dépenser. Mais dans mon compte entreprise, j'ai beaucoup d'argent. Mais ça compte pas parce que c'est pas mon argent. C'est pour des dépenses, c'est pour des projets, c'est pour payer des taxes, c'est pour payer mon entreprise, la comptable et tout. Donc, il faut vraiment que je sois capable de faire la différence entre ce que je veux et ce que j'ai de besoin. Et est-ce que tu t'es dit qu'à un moment, tu allais te lancer dans l'investissement? Non. Non, parce que j'y ai pensé pendant la pandémie, en fait, et j'ai bien fait mes recherches. Et à cause du trop gros risque d'investissement, de haut et de bas et de gains et de pertes, à cause de ma personnalité, qui est très à personnalité limite, je me suis dit que il valait mieux pas que j'engage mes émotions avec quelque chose qui est aussi sensible que l'argent. Alors, j'avais quelqu'un qui s'occupait de mes investissements et qui le faisait pour moi et ça m'a aidé pendant quelques années. Mais personnellement, je préfère ne pas le faire parce que mes émotions peuvent être affectées si je gagne ou je perds de l'argent. Oui, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai créé un e-book là-dedans et enfin, j'ai créé un e-book, pardon, sur la thématique financière. Et la première partie, c'est comprendre sa relation avec l'argent. Il y a Mhm. tout un chapitre où justement je parle de la gestion des émotions. Tout le monde n'est pas en mesure de gérer tous les supports. Mhm. Et je suis contente que tu témoignes parce que toi, tu le dis, tu es honnête, tu es très clair sur le sujet. Moi, j'ai régulièrement des inputs de mes abonnés qui sont partis sur des investissements et en fait, elles gèrent pas, elles dorment pas bien la nuit, tu vois. Et moi, je dis toujours que tout n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas gérer son argent soi-même. Et comme tu le dis, faut pas hésiter à faire appel à un professionnel, en fait, pour pouvoir gérer les investissements parce que du coup, le professionnel, certes, ça va coûter de l'argent, mais il a du recul et ce n'est pas son argent. Et même si c'est un professionnel qui gère, ça ne doit pas nous empêcher de regarder, de se renseigner. Donc non, non, je suis très contente d'écouter du coup ta success story. T'es partie de très très loin. Après, tu t'en es sortie. Tu as une société qui semble bien se porter et tu donnes tes investissements à quelqu'un d'autre, pardon, pour qu'il les gère à ta place. Et Ouais. maintenant, la dernière partie que j'avais envie de voir avec toi, c'était la partie transmission et partage, parce que désormais tu es conférencière. Et en fait, moi, ce qui m'a fait me dire qu'il faut impérativement que tu viennes sur mon podcast, c'est que tu avais fait une vidéo où tu pleurais et tu disais que tu avais été refusée par un organisme parce que beaucoup trop lisse, beaucoup trop joyeuse, beaucoup trop heureuse et que, en gros, moi, c'est ce que j'avais compris. Si tu veux parler de la drogue, tu dois avoir un truc de broke girl. Il doit te manquer une dent, avoir les cheveux gris, une oreille peut-être un peu coupée. Bref, tu vois, Ouais. tu dois ressembler à l'image des gens qu'on voit comme ça à la télé que quand tu les regardes, tu te dis la drogue, c'est pas bien. Avoir Et, l'air d'un chien battu, dans le fond. et toi, non. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette anecdote et nous dire un peu comment t'as rebondi de ça? Ouais, ben l'école, le feedback de l'école était que ma rémission était trop belle
et que ça allait inciter les jeunes à vouloir commencer la drogue et arrêter que lorsqu'ils voulaient parce qu'ils pouvaient voir que moi, ben vu que j'ai arrêté la drogue et que je vais bien, ben ça doit pas être si compliqué que ça doit pas être si difficile que ça de juste arrêter de consommer. Puis c'est vraiment un stigma, tu sais le stigma des dépendances, c'est un ou l'autre. C'est soit que on est des personnes que on peut pas faire confiance, on vaut pas la peine, on est du monde dégueulasse dans la société que personne veut être associé à, ou ben là, je me rétablis tellement bien que là, ça met en doute toutes mes années de souffrance, tout mon potentiel, tout mon message, puis que dans le fond, tu sais, elle doit pas avoir souffert tant que ça. C'est ça qui est horrible, c'est qu'on me dit en même temps, entre les lignes, que je devrais me tenir à un certain niveau dans la société, que j'ai pas le droit de plus que les autres, que je peux pas. Ah oui, tu peux te rétablir, tu peux être heureuse, mais faut pas que tu sois trop heureuse. Faut pas que tu sois trop belle. Faut pas que tu sois, tu sais, comme elle a des trop belles dents, c'est sûr qu'elle a pas consommé tant que ça, elle a un beau visage, pas d'acné, c'est sûr qu'elle a pas dû souffrir tant que ça. Tu sais, c'est comme si j'avais pas le droit à toutes ces choses-là. Puis c'est ça qui est plate, c'est que lorsqu'on arrête de consommer, déjà, on se voit même pas capable de visualiser le futur, comment est-ce que, à quoi on a le droit, à quoi on vaut la peine. Puis, je me rappelle les premières fois que je suis rentrée dans des meetings de narcotiques anonymes et alcooliques anonymes, ben il y avait quelques personnes avec plusieurs années de sobriété, puis pour eux, c'était eux mes exemples. C'était mes seuls exemples. Parce que si j'avais pas des personnes de 20 ans et plus d'abstinence, je m'étais dit, mais ça vaut pas la peine. Si je me présente autour de moi puis il y a juste du monde à 1, 2, 3 mois, 4 ans d'abstinence, OK, fait que je vais seulement être capable d'être heureuse pendant ce nombre-là puis après ça, je vais rejeter. Donc, on ne donne pas d'exemple concret que oui, on peut se rétablir, oui, on peut être heureux, oui, on peut se départir de notre passé puis on peut être une personne fonctionnelle dans la société. C'est ça qui me dérange un peu, c'est que la société elle-même veut qu'on se rétablisse, mais à leur niveau. C'est comme, OK, encore une fois, tu me remets à ma place. Encore une fois, je suis que une toxicomane. Encore une fois, je ne suis que une femme. Tu sais, fait que me faire dire, retourne à ta place, t'es en train d'avoir trop de succès, t'es trop heureuse, t'es trop belle, tu parles avec trop d'éloquence, t'es trop successful, c'est comme, OK, mais il me semblait que c'était ça que vous vouliez pour moi. Mais là, une fois que je l'ai, c'est comme, ouais, mais non, pas autant que ça. Non, mais ça me parle beaucoup en tant que femme aussi. Il y a un truc de, on doit rester à notre place. Mhm. Je vais même pas rajouter la partie femme noire là, c'est pas le débat du jour, mais il y a un truc de, en tant que femme, il faut qu'on reste à notre place Ouais. et, et moi je suis une femme qui parle d'argent, donc c'est Mhm. pas notre place parler d'argent et d'investissement, tu vois. Donc non non, je suis très, en tout cas, c'est vrai que j'avais pas forcément vu ça sous cet angle. Je m'étais pas forcément dit, moi en tout cas quand j'entendais, je voyais de loin alcoolique anonyme et je voyais quelqu'un qui venait et qui disait qu'il était sobre depuis 20 ans, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Il veut quoi? Et en fait, mais c'est parce que justement j'ai jamais eu besoin d'écouter vraiment son discours, parce que Mhm. quand je t'entends maintenant, je me dis mais en fait, ben justement il est là à sa place pour dire que même 20 ans après, Il y a de l'espoir. ça, déjà Mhm. il y a de l'espoir et surtout ça existait en fait. Il Ouais. s'en souvient encore. C'est pas parce Mhm. que il a entre guillemets évolué slash changé d'identité que c'est devenu quelqu'un d'autre. Donc franchement merci beaucoup Gabi pour ton partage, pour ton histoire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et où est-ce qu'on peut te retrouver? Me souhaiter que du succès, de la paix et c'est tout, vraiment. Mais vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, aussi simple que ça, Gabi Gatineau. Puis j'ai souvent un lien qui va donner tout le lien de toutes mes autres pages TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Alors ça va être aussi simple que ça, Gabi Gatineau. Ok. Bon ben écoute, je vais mettre le lien en description et puis à bientôt. Merci Vanessa.
Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Comme tu l'as vu, Gabi est un personnage vraiment authentique. Elle partage ses vérités. Elle n'a pas peur ni honte de dire qui elle est. Je trouve que la partie sur les dépenses émotionnelles, la partie où elle nous expliquait qu'elle avait du mal à garder de l'argent, est en fait un témoignage important qui va, je pense, aider beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast pour aussi montrer qu'on peut s'en sortir. C'est pas parce que on traverse une situation financière et que l'on n'arrive pas à bien gérer sur la partie T là, à l'instant T, que cela va durer pour toujours. Donc voilà, j'avais à cœur de le dire. Nous, on se retrouve mardi prochain. Moi, je te fais plein de bisous et je mets dans la description toutes les informations pour retrouver Gabi. Bisous, bisous, bye bye.